Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Jean-Luc. Mais ferme ta gueule. Ton nom, il ouvre même pas une porte de chicha. Si j'arrive devant une chicha, je dis Jean-Luc Mélenchon, j'ai le droit à une chicha pomme. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Nous sommes en guerre. Mon sonore préféré, Nous sommes en guerre d'Emmanuel Macron. On est en guerre depuis 4 ans, hein, comme vous le savez. Oui, sur tous les fronts. Et puis, le lavage des mains, la Ponce Pilate de l'Europe. Ursula von der Leyen en train de chanter l'hymne beethovenien et en train de se laver les mains. Bon, on va en parler, évidemment, d'Ursula von der Leyen. Va-t-elle, et c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les dirigeants des 27 devraient se mettre d'accord pour la reconduire à la tête de la Commission européenne. Et comme vous savez, ça veut dire Ursula von der Leyen, présidente de l'Europe. Alors, on va en parler. Quels sont effectivement les enjeux? Quelles sont les conséquences? On va en parler avec Guilain Benessa, l'avocat Guilain Benessa. Et puis, ce soir, à 3h du matin, heure de France, à 3h du matin, le duel, l'affrontement, le frottement entre le vorace et le coriace. Donald Trump contre Joseph Robinette Biden, combat singulier sur les antennes de CNN. On va voir comment ça se prépare avec la journaliste Laurent Saïm, qui a vécu très longtemps aux États-Unis, et qui va nous raconter un peu techniquement les règles du jeu, en tout cas les nouvelles règles du jeu. Et puis alors voilà, vous avez entendu un peu l'humoriste Yacine Bellatar qui assaisonne à sa sauce Jean-Luc Mélenchon, et je dois dire, c'est pas piqué des hannetons. Et puis tout le reste, évidemment, Anne Hidalgo, toujours les perles, toujours ce qui se passe avec la justice par rapport aux réfugiés afghans. Et enfin, en seconde partie d'émission, ne ratez pas Aude Denisot, enseignante, professeure de droit privé, universitaire. Et elle a écrit un livre qui est une bombe, vraiment une bombe, parce que on va de découverte en découverte. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Et je vous assure, c'est quand même plus préoccupant qu'on pourrait le penser. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, oui, c'est aujourd'hui que les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devraient se mettre d'accord pour soutenir un second mandat d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Vous savez, aujourd'hui, vous avez écouté suffisamment l'émission et Sud Radio pour savoir que qui est à la tête de la Commission européenne est pratiquement président ou présidente de l'Europe. Eh bien, apparemment, je ne sais pas si c'est fait, mais c'est parti. Alors effectivement, c'est parti, c'est-à-dire que formellement, ce sera dans 2 jours. Et après, elle doit être adoubée. Enfin, il doit être adoubé par une majorité absolue de 361 députés. Ce sera probablement le 18 juillet prochain, lors de la première session plénière du nouveau Parlement. Mais attention, le nouveau Parlement, il peut accepter ou refuser, mais ce n'est pas eux qui nomment, c'est effectivement les chefs d'État. Et apparemment, tout est fait, tout est organisé. Les 5 conduits par 6 dirigeants européens, conduits par Emmanuel Macron, le français et l'allemand Olaf Scholz, grande coalition de la droite, des sociodémocrates et des centristes, pour reconduire Ursula, la seule qui hésite, qui rechigne, qui relaxe, c'est Giorgia Meloni, l'italienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Guilain Benessa, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat, vous êtes essayiste, vous avez reçu pour On marche sur la tête votre livre que vous avez fait avec Guillaume Bigot, La France, l'Union européenne et les mensonges aux éditions de l'Artilleur. Alors Guilain Benessa, on se disait, mais avec un certain nombre de casseroles, avec les SMS, avec Albert Bourla, de PDG Pfizer, on ne sait même pas s'ils existent ou ils ont été absolument effacés, enfin tout ce qui se passe. Alors on dit oui, il
y a ce lobbyiste belge, Frédéric Baldan, qui a effectivement mené procès avec un certain nombre d'associations. Il y a les articles du New York Times. Il y a eu beaucoup de choses et on disait, mais Virginie de Geron parlait encore, la députée européenne, de casserole. Eh ben apparemment, c'est plié. Qu'en pensez-vous? André Berkoff, il y a un mois, nous discutions tous les deux autour de mon bouquin « On marche sur la tête ». Alors j'ai envie de vous répondre clairement. Je vous disais à l'époque, on marche sur la tête, on marche toujours et encore sur la tête. Pourquoi? Très simple. Il faut bien comprendre que ce qui se joue aujourd'hui et demain, et qui va se jouer devant les parlementaires européens dans les prochains temps, c'est ni plus ni moins de choisir les dirigeants européens à tous les niveaux, c'est-à-dire à la Commission européenne, évidemment, présidente de la Commission européenne, Ursula, l'impératrice Ursula, mais aussi, il faut pas l'oublier, on choisit en même temps la chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui devrait être, selon toute vraisemblance, Kaja Kallas, première ministre estonienne, c'est ça. Hein, oui. Exactement. Oui. Et on devrait avoir également le portugais António Costa, le socialiste portugais António Costa, qui devrait prendre la présidence du Conseil européen. Donc on a un trio des top jobs, comme on dit, qui sont aujourd'hui a priori conduits ou reconduits dans leurs fonctions, reconduits évidemment pour Ursula. Et vous me demandez comment on a pu en arriver là, concrètement. Ben oui, concrètement. D'abord, une chose, Guillaume Benessa. Ursula von der Leyen, on connaît ses positions, on les voit beaucoup plus publiquement que les autres, mais quelles sont les positions, quelles sont les prises de parti ou positions d'António Costa, effectivement, qui serait à la tête du Conseil européen, et de Kaja Kallas, première ministre estonienne, qui serait chef de la diplomatie européenne. Quelles sont, eux, leurs positions? Alors, justement, il faut comprendre que pour moi, c'est le trio de choc. Il faut le prendre en entier. C'est-à-dire, il y a le Pfizer-Gate pour Ursula. C'est-à-dire, là, on a vraiment tout l'imbroglio autour des vaccins Pfizer. On va peut-être y revenir à André Berkoff après. Oui. Mais en fait, alors, pour être clair, Kaja Kallas, Premier ministre estonienne, elle est globalement, enfin pas globalement, elle fait partie de Renew, donc elle est du même groupe qu'Emmanuel Macron au Parlement européen, donc elle fait partie des centristes, vous savez, de ce nouveau monde qu'on nous vante depuis maintenant quelques années, donc c'est la même obédience, et surtout, il faut bien comprendre qu'il y a peut-être les casseroles d'Ursula, mais il y a les casseroles de Kaja Kallas. Pourquoi? Parce que dans son pays, elle a eu maille à partir dans la mesure où elle est quoi? Elle est la tête de gondole des Européens contre la Russie. Donc, elle rêve d'être chef de la diplomatie européenne pour conduire l'Europe un peu plus dans la guerre contre la Russie. Elle rêve de soutenir absolument l'Ukraine envers et contre tout. Et je vous donne un élément, André Berkoff, si vous me permettez, élément, il faut être au courant de ça. Le 15 mars dernier, Kaja Kallas a été reçue à Washington dans un dîner mondain extrêmement suivi, en gros qui regroupe qui? Les élites démocrates et un peu républicaines, le président des États-Unis et la presse estampillée, on va dire la bonne presse américaine, dans un dîner très connu, un diner club si vous voulez, où on reçoit les huiles. On a rarement reçu parmi les huiles quelqu'un comme une Premier ministre estonienne. Et pourquoi? Parce qu'elle a servi la soupe auprès de Joe Biden pour lui dire c'est merveilleux la politique américaine conduite contre la Russie, c'est merveilleux de soutenir que les États-Unis soutiennent l'Europe. En gros, c'est merveilleux que l'Europe soit la succursale des États-Unis. C'est ce qu'elle a dit clairement à ce dîner où elle était attablée à côté de Joe Biden, Kamala Harris et Jeff Bezos. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle patronne de la diplomatie européenne qui n'est ni plus ni moins que l'émissaire informel des États-Unis. Voilà sa position. Et António Costa? Alors António Costa, c'est le socialiste portugais, c'est surtout le socialiste europhile par excellence. En gros, c'est un socialiste qui a eu pas mal de démêlés dans son pays. Il a lui-même des affaires de corruption aux fesses. Je précise qu'il semble aussi. Oui, il semble. Absolument. Il faut être prêt. Il faut prendre ses précautions. Oui. Dites-moi. Il semblerait que cette affaire de corruption soit l'exclut un peu. Pour l'instant, il n'est pas au centre de l'affaire. Mais mine de rien, choisir un socialiste dans l'œil du cyclone qui fait l'objet d'une procédure judiciaire, il est auditionné pour l'instant, mais il a une procédure dans laquelle il est auditionné. Mais surtout, vous savez ce qu'il a dit, ce brave homme, il y a quelques mois, il a dit que tant qu'il y aurait ces procédures-là, je n'effectuerai, je n'aurai évidemment, dit-il, évidemment, aucun poste public. Et donc le voilà, celui qui ne réclamait aucun poste public, le voilà propulsé, oui.
président du Conseil européen à la suite de ce cher Charles Michels. Alors, Voilà où nous en sommes. Alors, Guy Lamellessa, est-ce que c'est plié ou est-ce que, comme on en discutait avec Virginie Geron il y a 2 jours, la députée européenne Virginie Geron, est-ce que vous croyez que les résultats des élections françaises que l'on suit à la loupe à Bruxelles, effectivement, le 30 juin et le 7 juillet, n'influera pas là-dessus, ou vous pensez que ça peut jouer un rôle, ou que ce sera plié d'ici aujourd'hui ou demain? Alors, que ce soit dans toutes les têtes lors du Conseil européen d'aujourd'hui et demain, c'est clair. Il y a une peur panique à bord parce que la France, deuxième puissance économique de l'Europe, s'apprête potentiellement à confier les clés du camion à l'extrême droite, donc au RN, etc. Ok. Maintenant, je vous donne mon sentiment, André Berkoff, précis et un peu personnel, mais je n'y crois pas une seule seconde sur le fait que ça ait une influence. Pourquoi? Parce que d'une part, je vous l'avais dit il y a un mois, quand je parlais de mon bouquin, il y a un mois pile avec vous, je vous ai dit, la grande coalition, entre guillemets, des social-démocrates, des centristes et du PPE, donc la droite européenne, allait de toute façon l'emporter d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas eux, on trouverait une autre coalition d'apparat qui ramasserait la mise pour ne surtout pas laisser la voie au chapitre populiste nationaliste estampillé comme tel. Or, les Européennes n'ont pas franchement modifié les équilibres. Non, absolument. Oui, il y a une sur le fond, C2CR. Exactement. Et en fait, vu que le Parlement européen, en gros, ne sert à rien et qu'il est composé, grosso modo, on va dire, d'une clique qui est à peu près la même qu'auparavant, je ne dis pas que c'est absolument plié, mais franchement, tout porte à croire de toute façon que ça continue. Et j'ai envie de vous dire, si admettons, il y a une légère modification, ça ne changera rien, ce sera de la cosmétique pour faire plaisir à ceux qui auront l'impression qu'il y a un changement, tout simplement. Vous voulez dire, on va peindre les barreaux d'une couleur légèrement différente, mais les barreaux seront là. Je suis ravi de voir que vous reprenez une formule que j'avais employée chez vous. Effectivement, vous savez, l'Europe, c'est quoi? C'est une machine à faire croire qu'on modifie les choses. En fait, on change la couleur, on est toujours dans la cage, on va faire semblant de donner aux captifs l'illusion de la liberté. Mais nous serons toujours captifs d'une politique qui fonctionne sans nous et qui a toujours le même gouvernail et la même direction de toute façon. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, quand même, Guy Lamellessa, que ça fait quelques années maintenant, ou presque, enfin, que l'on discute des relations et des SMS échangés entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le PDG de Pfizer, pour ne parler que de cela, et que à chaque fois que des actions essayées d'entreprises, comme en ce moment, que des actions auprès des Belges, enfin de la justice belge ou autre, ou par le New York Times et autres, eh bien, c'est vraiment circulaire, rien à voir. Et de plus, il faut quand même se rappeler, et c'est quand vous parlez du Parlement européen, c'est une très belle illustration, que jamais Ursula von der Leyen n'a accepté de comparaître, même pas de comparaître, de venir devant le Parlement européen s'expliquer, et encore moins Albert Bourla. Donc le Parlement européen, effectivement, on peut se demander, nous avons fait des gorges chaudes sur ces élections européennes, on peut se demander à quoi ça sert. Ah, mais vous savez, ce qui est frappant, c'est la circonstance, la congruence des événements. Il y a quelques jours à peine, il y a globalement à peine 8 jours, les avocats, enfin le groupe, le PPE, donc le groupe auquel appartient Ursula von der Leyen, ne s'est pas présenté au procès qui a lieu actuellement au tribunal au tribunal judiciaire de Belgique concerné. Le groupe ne s'est même pas présenté. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, j'écris mes bouquins, mais je suis quand même avocat. Je veux dire, j'exerce ça. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les avocats on leur a donné mandat. Le PPE a dit à ses avocats, j'en ai rien à cirer de cette procédure, n'y allez surtout pas, en espérant, à mon avis, que ce dossier sera renvoyé et traité beaucoup plus tard, histoire qu'entre-temps, Ursula soit nommée, qu'on passe à autre chose et qu'elle devienne à nouveau patronne de la Commission européenne. En gros, on joue la montre, on joue le pourrissement, on essaye de tout faire pour bloquer ou renvoyer ou se foutre officiellement de cette procédure pour en même temps garder les clés du camion à Bruxelles. Si je puis me permettre, André Berkoff, on affuble de tous les mots actuellement Donald Trump parce qu'on dit il joue des affaires pour gagner du temps, il essaye de mentir à moitié, il joue la montre en fait. J'ai envie de dire, la patronne de la Commission européenne joue la montre elle-même, le groupe PPE joue la montre, les avocats ne se présentent pas à l'audience, littéralement, je m'excuse, mais ils sont en train littéralement de se foutre de la gueule d'un tribunal en Belgique, et en même temps, ils reprochent aux méchants de faire la même chose. Ce serait peut-être bien que les gentils
commencent un minimum à rendre des comptes, déjà. Ah, mais les gentils se montrent moins. Enfin, on verra ce soir, comme vous savez, à 3h du matin, on en parlera. Le grand débat Biden-Trump qui a lieu sur CNN, 3h du matin, heure française, donc on va regarder ça. En tout cas, merci Guillaume Mélissa. On va suivre tout ça. Effectivement, ils jouent la montre. Est-ce que la montre va marcher parce qu'ils ont la montre? Est-ce que c'est eux qui ont la montre et où nous avons le temps, ou c'est le contraire? On le saura très bientôt. Merci encore. Merci à vous. Merci Guilain Benessa d'avoir été avec nous. Et justement, vous en avez parlé, André, on va parler de ce débat Trump et Biden dans quelques instants après cette courte pause. La journaliste spécialisée des États-Unis, Laurence Haïm, sera avec nous en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, ça y est, ce soir, dans quelques heures, c'est Rocky Balboa contre Arnold Schwarzenegger. Non, ils sont un peu plus âgés, ceux qu'on va voir ce soir sur les antennes de CNN à 3h du matin, heure de Paris, heure de France. Donald Trump versus Joseph Robinette Biden. Eh bien, c'est la réédition de 2020, mais quand même avec beaucoup de différences déjà dans la manière et dans la mise en scène de la technique du débat. On va en parler avec Laurence Haïm. À tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Le générique de Rocky, la célèbre série de films qui a apporté au fait de la renommée Sylvester Stallone. Et vous savez ce que disait Mohamed Ali? Il disait sur un ring de boxe, il disait, vous pouvez courir, mais vous pouvez pas vous cacher. Eh bien, c'est la même chose dans le débat Trump-Biden ce soir. Ils peuvent courir, mais ils ne peuvent pas se cacher. Alors, comment ça va se passer déjà? Parce que c'est important, c'est un débat évidemment très important. En attendant le 5 novembre, le jour des élections présidentielles américaines. Laurence Haïm, bonjour. Bonjour André. Bonjour Laurence, vous avez passé très longtemps aux États-Unis, vous êtes journaliste indépendante, vous connaissez les États-Unis mieux que beaucoup de gens, sinon j'allais dire mieux que personne, mais en tout cas mieux que beaucoup de personnes. D'abord, je voudrais savoir, en fait, la différence entre le débat de 2020, où je me rappelle, où Joe Biden disait « Shut up, man, shut up, tu vas la fermer, mec, etc. » Mais surtout, techniquement, par rapport à ce qui va se passer sur CNN aujourd'hui, du point de vue technique, comment c'est organisé, comment, voilà, je voudrais que vous nous expliquiez un peu cela. Alors d'abord, il n'y aura pas de public. Et ça, c'est très rare dans les débats télévisés politiques aux États-Unis. Vous avez d'habitude des journalistes qui sont là, ou des militants, ou des étudiants, parce que souvent ce genre de débat se passe dans des universités. En 2020, ça s'était passé à Las Vegas. Il y a pas de public. Et il y a les micros. Il n'y a aucun public. Il n'y a que les journalistes de CNN, parce que c'est la chaîne CNN qui organise ce débat, qui est autorisé avec une poignée de photojournalistes à être à l'intérieur de la salle. Et ça a été très critiqué parce que vous connaissez l'âge des candidats et que si jamais il y en a un qui fait un malaise, il y a que finalement les journalistes de CNN qui vont pouvoir dire voilà ce qui s'est passé. Donc il y a eu beaucoup de protestations de la part de nos confrères et notamment de l'association des correspondants de la Maison Blanche qui est très renommée aux États-Unis qui dit ça s'est jamais vu, il n'y a pas de public, il n'y a que des photographes et que les journalistes de CNN dans la salle. Les 800 autres journalistes accrédités, ils vont être à l'extérieur du studio et ils vont regarder la télévision de l'autre côté de la rue. Donc ça, c'est la première chose. Laurence, c'est une première, ça? C'est la première fois? Ouais, c'est une première. D'habitude, il y a toujours du public. Donc là, ils arrivent, ils sont face aux journalistes de CNN avec très peu de monde dans la salle. Pourquoi aussi? C'est parce que d'après quelques informations qu'on a, il y a des conseillers de Joe Biden qui ont demandé aux organisateurs du débat qu'il n'y ait pas de public en raison de sa santé, en expliquant que quand il y avait un public, c'était plus difficile pour le président candidat démocrate que s'il y avait un public. La deuxième chose qui est importante à savoir, et ça aussi ça a été une polémique au sein des stratégistes, c'est que Donald Trump, lui, il adore le public. Donc les gens de Biden, ils disaient voilà, vaut mieux quand même qu'on soit plus dans une ambiance sérieuse, feutrée,
que un public qui peut à un moment donné dire bravo ou qui peut siffler, etc. Ils veulent pas de show. Et ça, c'était vraiment très important. Et puis ça a été critiqué, ça a été critiqué, ça, ou pas? Oui, il y a pas mal de gens qui disent que c'est quand même très différent. D'habitude, les débats aux États-Unis, c'est régi par la commission présidentielle des débats, qui est vraiment une commission indépendante. Et là, c'est la chaîne CNN qui organise ça. Donc, c'est des règles totalement différentes. La troisième chose, c'est que quand ils parlent pas, eh ben, les micros seront coupés. Donc, si par exemple, à un moment donné, vous avez Monsieur Biden, dites-nous votre programme pour l'économie, et que Trump est silencieux, normalement, on ne pourra pas entendre la réaction de Trump. Alors, est-ce que Trump va faire de la provocation et va quand même vouloir prendre la parole? Mais l'idée, c'est d'avoir un débat qui soit pas du cirque et qui soit un débat civilisé. Et ça, c'est la grande inconnue parce que personne ne sait si ça peut marcher ou pas avec Trump. Oui, mais alors, Laurent Saïm, c'est pas du cirque si, et on le voit partout, si un candidat interrompt un autre. Après tout, c'est ça la discussion. Règles. On ne sait pas ce qui va se passer. Et ça, les modérateurs, il y a deux journalistes qui sont extrêmement réputés aux États-Unis, c'est Jack Tapper et une femme de CNN, Dana Bash, qui seront les modérateurs. C'est un couple, ils ont l'habitude du monde politique américain, et à un moment donné, c'est à eux de modérer le débat. Et le rôle des modérateurs dans ce débat, mais André, extrêmement attendu, va être aussi très important. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, c'est-à-dire que, attendez, quand vous dites micro coupé, je reviens juste là-dessus, pour être bien précis. Par exemple, disons que Trump dit quelque chose, et si, par exemple, Biden a envie de lui dire, shut up man, tu dis des bêtises, on n'entendra pas Biden parce que son micro est coupé? Alors, on sait la grande question, mais normalement, les deux équipes de campagne ont vraiment, dans des lettres et avec des négociations avec CNN, ils ont décidé que les micros seraient coupés pendant le débat, sauf quand il y en a un des deux qui est face à la caméra et qui commence à parler. Il y a aussi une autre chose, ils n'ont pas le droit de prendre des notes préécrites devant eux. On va leur donner un petit stylo, un bloc de papier et une bouteille d'eau. Et ça, pour Biden, c'est intéressant parce qu'on sait que Biden, il adore une boisson pendant les débats. Je ne sais pas si je peux vous faire de la pub sur Sud Radio, mais il a toujours une espèce de petite limonade orange avec lui qui est assez sucrée, qui est commercialisée. Et donc là, il a le droit à sa bouteille d'eau comme Trump, son petit bloc et un stylo. Donc, par exemple, dans le débat français, on avait vu que les candidats, ils avaient des classeurs, ils avaient des notes. Ça, aux États-Unis, ce soir, ce ne sera absolument pas autorisé. D'accord. Et alors, donc, ils entrent, et j'imagine pas de téléphone, pas de portable, pas de quoi que ce soit avec eux. Non, ils ont droit à rien. Ils arrivent, ils regardent les deux modérateurs, ça commence, il y aura des thèmes qui ont été déterminés, les candidats ne savent absolument pas les questions qu'on va leur poser. Le rôle des modérateurs, et c'est très important parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la démocratie américaine, et on l'expérimente tous d'une certaine manière dans nos démocraties. Là, il y a une volonté de la chaîne CNN de faire un débat civilisé. C'est une discussion civilisée pour être sûr que les temps de parole sont respectés, que chacun a la longueur nécessaire pour exposer ses idées. Et en gros, je vais vous dire, André, nous, on attend tous le show, et moi, je pense que ça va être un débat où il va y avoir beaucoup de discours, de paroles, moi, je vais faire ça sur l'immigration, moi, je vais faire ça sur l'avortement, mais le match de catch, je suis pas sûr qu'il ait vraiment lieu ce soir, tel que le format du débat est déterminé. Oui, on pensait qu'on n'aura pas le show, parce qu'évidemment, on attend aussi avec ça. Trump, on ne sait jamais, vous le connaissez, vous l'avez rencontré, vous savez qu'il aime le show. Mais voilà, mais a priori, le show, c'est pas prévu, c'est une discussion civilisée selon la chaîne CNN. Une discussion apaisée, en tout cas une discussion froide, disons ça comme ça, une discussion froide, on verra évidemment. Laura Saïm, juste pour rappeler, dans les précédents débats, par exemple, je remonte moi le premier débat, enfin dont je me rappelle, je veux dire ça me rajeunit pas, c'est le débat Kennedy-Nixon, John Fitzgerald Kennedy-Nixon. Est-ce que le public pouvait applaudir, pouvait se manifester ou pas? Alors vous me posez une colle, vous voyez que vous connaissez mieux parfois l'Amérique que moi, je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, le débat dont vous parlez, Kennedy-Nixon, c'est un débat qui a fait référence parce que à l'époque, on s'est aperçu que les débats télévisés pouvaient changer
aux États-Unis l'opinion des gens. Ouais. Et donc ce soir, il y a un enjeu incroyable pour les deux candidats. Vous pouvez pas savoir, le pays entier attend ce débat. Comme quand il y a des élections présidentielles en France et qu'on est à la veille du deuxième tour, il y a toujours ce moment où on attend le débat. C'est vrai. Ce soir aux États-Unis, c'est ce moment. Pourquoi ? Parce que ce qui se joue, c'est l'âge des candidats. Et que tout le monde veut voir si Biden, il tient la route et si Trump aussi tient la route. Je vous rappelle que Biden a 80 ans. Trump, il a 78. Et donc, il y a un enjeu physique pour les deux. Trump, il a eu des petits dérapages les 3 dernières semaines dans des meetings. Ça a été remarqué assez par les observateurs qui suivent tout le temps. Et donc, tout le monde veut voir, ils tiennent la route, ces candidats qui ont plus de 76 ans ou pas. Et justement, de ce point de vue-là, donc, on escompte... Aux États-Unis, je ne parle pas du reste, mais je crois que dans le monde aussi, pas mal de gens vont voir. On escompte une audience énorme aux États-Unis. Énorme. C'est le débat. Alors, d'après les communicants politiques, c'est le débat le plus attendu sans doute depuis ce dont vous parliez, le débat Nixon-Kennedy. C'est vraiment un débat extrêmement attendu, tout le monde en parle, ça va être suivi, ça va être très largement commenté, et ça peut déterminer, il peut se passer quelque chose dans ce débat. Imaginez que Biden, il est en trou de mémoire au moment où il parle de l'inflation. Imaginez que Trump, il commence à faire des phrases qui ne veulent plus rien dire. Et ça, c'est vraiment ce que tout le monde attend. Oui, c'est absolument passionnant. Je dois vous dire que je pense que vous aussi, Laurence, moi, cette nuit, c'est à 3h du matin, je rappelle, heure de Paris, heure de France. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qu'on ne croit, seront en train de regarder. Vous en tout cas. C'est un débat, oui, bien sûr. C'est un événement dans une démocratie américaine qui nous donne depuis des années, et je ne cesse de le répéter, André, pardonnez-moi de le dire ça, ils sont précurseurs de tout ce qui se passe, les Américains. Oui, c'est et clair. Ce soir, le débat politique, il va dire quelque chose, et nous, d'une certaine manière, il y a un journaliste américain qui m'a fait une drôle de remarque, et je vais vous la livrer pour terminer sans doute. C'est que les Américains, ils ont 2 candidats qui ont plus de 76 ans, et nous, lors du débat, on avait des candidats qui avaient moins de 35 ans. C'est vrai. Je ne parlerai pas du résultat. Quel âge est sans pitié? Est-ce que c'est le premier âge ou le 4e âge? On va voir ça ce soir. Merci beaucoup, Laurence Haïm, pour vos éclaircissements. De rien, bonne journée André, ce fut un plaisir. Merci Laurence Haïm d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant avec les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. Restez avec nous parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, comme dit André. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. L'humoriste Yacine Bellatar, on peut tout dire de lui, sauf qu'il est de droite, qu'il est conservateur et qu'il a, pour le Rassemblement National, les yeux de chimène. C'est vraiment pas son chimène de fer à lui. Mais alors, il a fait un petit podcast sur Jean-Luc Mélenchon, le Che Guevara du nouveau Front Populaire, enfin le Commandante, le leader Maximo, le Chavez. Eh ben dis donc, quand on entend Yacine Bellatar, mais vous allez entendre. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. L'idée, Eddie Mitchell, vieille canaille. Mais là, c'est pas du tout Johnny et Eddie Mitchell, en revanche... Dis donc, qu'est-ce qu'on envoie, Vous allez écouter, l'humoriste Yacine Bellatar, qui a beaucoup d'humour, Je veux dire qu'on est pour ou contre ses opinions, mais il a de l'humour, Yacine Bellatar. Et bien, il a fait une vidéo sur... Moi, je pensais qu'il allait faire une vidéo sur Bardella, sur Marine Le Pen, il en a fait sûrement, etc., pour fustiger le nazisme aux portes de Paris, les Waffen-SS qui arrivent. Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, effectivement, sur une phrase de Jean-Luc Mélenchon, qui, je dois dire, est intéressante. Écoutez. Jean-Luc Mélenchon déclare « Mon nom ouvre les portes dans les quartiers. » Mais ferme ta gueule. Mais tu te prends pour qui? Ton nom, il ouvre même pas une porte de chicha. J'arrive devant une chicha, je dis Jean-Luc Mélenchon, j'ai le droit à une chicha pomme. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour qui tu te prends?
Voilà les amis, les Arabes et les Noirs qui signent un blanc-seing à Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes du bétail. Vous comprenez ça, du bétail? Donc pensez à vos enfants, pensez à vos parents et arrêtez de laisser croire cet individu qu'on est le fioul de sa mobilette. Il y a des gens qui ont du talent à LFI et qui veulent combattre le FN tout simplement sans commencer à faire des calculs chelous autour de leur personne. Mais putain, mais Mélenchon, mais quelle honte ce que t'es devenu. Vraiment, t'es le pire mec au foot. Comme je dis dans mon spectacle sur toi, tu me rappelles le mec qui avait le ballon et qui partait avec son ballon, il disait je joue plus et plus personne pouvait jouer. Je suis en fou rire depuis tout à l'heure sur sa phrase. Il a dit le nom Mélenchon ouvre des portes dans les quartiers. Mais je crois qu'il n'y a même aucun rappeur qui a fait preuve d'autant de certitude et d'arrogance. Généralement les rappeurs ils disent moi j'ouvre les portes de mon quartier. Et encore, hein, même son quartier, le rappeur il est pas sûr. Mais toi tu ouvres les portes des quartiers. Voilà, t'arrives, c'est plus Sésame ouvre-toi, c'est Mélenchon ouvre-toi. Mélenchon, je sais que t'aimes pas les Arabes et les Noirs au fond, parce que tu les considères inférieurs, et tu le sais bien. Alors écoutez, moi j'ai voulu tester effectivement, moi j'aime bien, avec modération bien sûr, mais j'aime bien fumer la chicha moi j'aime bien ça vraiment, le pomme, goût de pomme, tout ça j'aime bien ça, et je suis entré dans une boîte à chicha que je connais pas loin de chez moi, et je leur ai dit voilà, je viens de la part de Jean-Luc Mélenchon, et je me suis dit ils vont me faire une ristourne, voilà. Ils m'ont dit quoi? J'ai dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit, il a entendu Jean-Luc Méhachiche. Il dit non, on fait pas ça ici. Je dis non, Mélenchon, non. Voilà, je n'ai pas eu de ristourne, cher Jean-Luc Mélenchon. Alors je ne sais pas si le nom Jean-Luc Mélenchon, quelle boîte il ouvre. En tout cas, je dois dire que Yacine Bellatar l'a vraiment accommodé. À quelle sauce vous avez écouté? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais vous savez qu'on a tous rêvé à ça, vous vous rappelez, le 23 juin, Anne Hidalgo devait se plonger dans la Seine avec un certain nombre de gens, avec ses adjoints, et rappelez-vous, il y a eu un hashtag, je chie dans la Seine. Non, c'est pas joli, c'était pas bien, on a vraiment désapprouvé cela ici, toute l'équipe a désapprouvé complètement, vraiment, non, je dois dire que Esteban, il était dans tous ses états, je dis pas Manu, non, on va pas faire ça. Alors, ça a été reporté, comme vous savez, ça a été décalé à une date ultérieure. Mais alors, ça n'a pas empêché d'Anne Hidalgo de continuer à parler. Et là, on lui a dit, mais si Jordan Bardella avait la majorité absolue, le Rassemblement National, et qu'il devenait Premier ministre. Et là, Anne Hidalgo a une phrase. Alors là, une phrase de résistante, vraiment. Une résistante. C'est Jean Moulin, c'est la Passionnariat, c'est No Passaran. Elle a dit, je le prendrai, même s'il est Premier ministre, aucune photo avec lui. Oui! Bravo Anne Hidalgo, je suis content. Vous voyez, quand il y a des gestes de résistance comme ça, quand il y a des gestes, elle sort de sa zone de confort, elle prend des risques, elle prend les risques de se faire fusiller au Mont-Valérien ou ailleurs. Non, elle y va, elle ne prendra aucune photo avec Jordan Bardella. Bravo Anne Hidalgo, voilà, quand on est résistant comme ça, on sent que la France a vraiment de l'avenir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Georges Brassens, d'accord, quand on est con, mais enfin, il faut pas quand même stigmatiser une population entière. Par exemple, le collège de Saint-Étienne de Cuines, en Savoie, devait être baptisé le collège Robert Badinter. Eh bien, non. Ça se fera pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est contre Robert Badinter? Pas du tout. Dans une lettre adressée au conseil départemental, les professeurs, pas les élèves, ont expliqué que les collégiens ne connaissent pas suffisamment cette personnalité et risqueraient, écoutez-moi bien, résident de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, ils risqueraient de la confondre avec l'enseigne de supermarché Intermarché. Ah ben oui, c'est vrai. Intermarché, les mousquetaires de Badinter. Eh oui, c'est formidable. On dit que le niveau monte, c'est formidable. Et oui, les collégiens, vous comprenez, les adolescents seraient incapables de faire la différence entre la ministre de la Justice et cette enseigne. C'est vrai. D'ailleurs, en ce moment, vous savez qu'il y a quelque chose. Vous savez qu'il y a des professeurs dans le 8e arrondissement qui disent il faut débaptiser les Champs-Élysées parce que Auchan, ils connaissent Auchan, mais aux Champs-Élysées, oui, on connaît là. Et je vous assure, moi j'ai écouté un peu, il me disait, mais il a écouté aux Champs-Élysées, vous savez Joe, le grand Joe,
ça y est, j'ai oublié son nom. Le grand Jodassin. Magnifique. Aux Champs-Élysées. Ah oui, Auchan. Non, mais aussi Auchan. Et puis, regardez, Carrefour. Oui, mais c'est quoi? C'est quel Carrefour? On va pas quand même débaptiser Carrefour. Et Leclerc, oui, il y a le général Leclerc. Mais qui c'est le général Leclerc? Nous, on connaît Leclerc. Le général Leclerc, ah oui, celui qui a libéré Paris, là. Non, on connaît le général Leclerc. Il y a quelque chose quand même de très, très, très... Et vraiment... je vais vous dire ce qui est plus qu'énervant, plus que rageant. C'est que ce ne sont pas les élèves qui ont dit ça. Ce sont les professeurs qui ont demandé que ça ne soit pas baptisé Robert Badinter. Des parents d'élèves sont choqués de l'explication des professeurs et jugent ce refus honteux. Et ils disent, les parents d'élèves, en tout cas certains, s'ils abandonnent l'ambition de leur apprendre qui a aboli la peine de la mort en France, ça montre un état d'esprit problématique au sein de l'éducation nationale. Et puis les collégiens disent, attendez, bon, on connaît peut-être pas Robert Badinter, mais on ne demande pas mieux de le connaître. Ce qui est hallucinant dans cette histoire et qui montre vraiment que quelque chose est en train de se transformer en paillasson, c'est que des professeurs disent, ah oui, étant donné qu'ils ne connaissent pas Badinter, qu'ils vont le confondre avec Intermarché, eh ben on ne fait pas ça. Mais vous imaginez ? Mais on est à quel stade là? Mais votre boulot, c'est justement de leur enseigner qui est telle personne ou tel général. Mais vous faites quoi dans la vie? Vous faites quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce renoncement? Qu'est-ce que c'est que cette posture, excusez-moi, larvaire? Enfin, ah non, on va maintenant, attention, on va confondre avec Intermarché, c'est ça? Mais où êtes-vous? Mais comment êtes-vous? Je veux bien que vous soyez dans le pas de vague. Je veux bien que vous soyez... On a tout lâché, alors on a tout abandonné. On va en parler juste après, après les informations. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Avec Aude Denisot, qui est professeur, qui va nous raconter des choses absolument passionnantes et en même temps préoccupantes. Mais vous avez peur de quoi, là? Vous avez peur de votre ombre? Ou vous avez peur, peut-être, d'enseigner? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des professeurs qui font un travail formidable, et la majorité font un travail formidable. Mais alors que ces professeurs qui disent surtout pas Robert Badinter parce que c'est Intermarché, et demain surtout pas les Champs-Élysées parce qu'ils vont confondre avec Auchan, etc. Mais vous voyez où vous êtes? Franchement, il y a de quoi rire de peur d'être obligé d'en pleurer. Sud Radio, on revient dans un instant avec André Berkoff qui recevra justement Aude Denisot pour ce livre. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Écoutez bien, 0826 300 300 pour réagir, pour témoigner, pour poser toutes vos questions. On est avec vous jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, on vous présente ce face-à-face aujourd'hui. André Berkoff reçoit Aude Denisot qui enseigne le droit privé à l'Université du Mans et qui vient nous voir pour ce nouveau livre. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? C'est aux éditions Henrik B. Bonjour Aude Denisot. Alors Aude Denisot, vous êtes agrégé, vous êtes professeur du droit à l'Université du Mans, vous êtes ancien élève de l'ENS de Cachan. Je dis ça parce que voilà, c'est quelqu'un qui sait ce dont elle parle, Vous êtes agrégé d'économie et gestion et agrégé des facultés de droit. Vous avez travaillé dans plusieurs lycées et universités. Et vous écrivez ce livre, et je dois dire que ce livre m'a laissé un peu pantois. Alors, on savait qu'il y avait des problèmes de niveau, on savait les ravages de l'écriture inclusive, c'est encore autre chose, côté woke et compagnie. On savait que on écrivait de plus en plus mal, ou en tout cas, on oubliait les règles fondamentales de l'orthographe. Mais vous, dans votre livre, on voit que même des étudiants à l'université de droit, en fac de droit, en première année, en deuxième année, en troisième année, et vous donnez des exemples dans votre livre, et franchement, je le recommande parce que faut savoir, c'est pas en se cachant, c'est pas en fermant yeux et oreilles qu'on va affronter le réel, parce que le réel, il est là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? D'abord, comment avez-vous constaté que dans votre enseignement à la fac de droit, vous disiez, je tombais sur des textes, et justement, pas seulement de gens qui avaient des retards scolaires, etc., des gens qui ont des familles aisées, qui veulent d'ailleurs, qui sont de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas le quart de ce qu'on devrait connaître en orthographe. Comment l'avez-vous découvert? Comment ça s'est passé? Je l'ai découvert petit à petit en corrigeant des copies. À l'université, nous corrigeons beaucoup de copies. Et au fil des ans, je constatais qu'il y avait, il y a toujours eu des fautes.
Voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais je constatais qu'il y en avait de plus en plus, et des fautes de plus en plus étranges, des fautes que je n'avais jamais vues auparavant. Voilà. Depuis combien de temps vous avez constaté ça ? Oui, dans votre carrière de... Alors vraiment, progressivement depuis 2008-2009, on va dire. D'accord. Voilà. Depuis 15 ans, quoi, pratiquement. Oui. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple, quand j'enseignais en BTS, effectivement, je pouvais constater que certains étudiants avaient des problèmes. Ils étaient vite résolus. Je leur donnais quelques exercices. D'accord. Et on va dire 2-3 mois après, les problèmes étaient résolus. C'était une autre époque. Aujourd'hui, les problèmes sont beaucoup plus graves, ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a des problèmes de ponctuation, de vocabulaire. Les étudiants confondent un mot avec un autre. Ils vont dire la loi s'implique au lieu de la loi s'applique. Voilà, par exemple. Oui, il y a beaucoup d'exemples que vous donnez, et c'est vrai, alors parce qu'on va pas donner des exemples d'orthographe, parce qu'à la radio c'est difficile, mais par exemple, vous donnez par exemple ceci: quels sont les préjudices auxquels Morissette pourra-t-elle prétendre ? Lequel et lequel et lequel, c'est au lieu de... C'est quand même... c'est assez énorme, et puis d'autres aussi formidables. Alors il faut dire, on sait... À un moment donné, je disais, mais elle est en train de réécrire La Froid au cancre de Jean-Charles, au Denisot, là. Mais ça va, voilà, par exemple, magnifique. Elle se fracture le col du fémur ainsi que 2 entorses. Bien, ça. Mais ça, c'est par exemple, ça, c'est au collège, ça. C'est pas à l'université. Si, malheureusement, c'est à l'université. C'est à l'université. Et puis, Ah oui, c'est en première ou en seconde année de droit. Ça. Oui, voire même après. L'hôpital est-elle responsable ? Est-elle responsable ? L'hôpital, voilà. On ne comprend pas pourquoi l'hôpital est féminin. Non, mais vous avez des choses formidables. Attendez, alors là, c'est magnifique, mais celle-là, c'est une perle de culture. 3 sangliers roulant à toute allure percutent la voiture de Fabien. Oui. Mais comment... Attendez, ça c'est en fac de droit. Oui. Mais comment ils relisent pas? Enfin, je sais pas moi. 3 sangliers. Et puis vous avez... Attendez, ça c'est formidable aussi. La loi du 5 juillet 1985 concerne les accidents de la circulation, qui est un régime spécial de responsabilité civile. Alors enfin bon. C'est quoi ça? Alors, ils comprennent pas. C'est le sens. C'est quoi? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, vous l'avez dit, ils ne se relisent pas. Ils n'ont pas appris à se relire, puisque l'orthographe, la grammaire n'étant pas sanctionnée, ça ne sert à rien de se relire. Ah oui, il n'y a pas de sanction s'il fait des fautes d'orthographe ou de grammaire. Aujourd'hui encore, j'ai des étudiants, ils savent que je suis très exigeante, je leur dis, ils savent qu'ils seront sanctionnés, ils partent 30 minutes avant de la fin de l'épreuve sans être relus correctement. Ah oui. Ils ne relisent même pas. Ouais, d'accord. Et puis, le gros problème, c'est celui que j'évoque. C'est-à-dire que depuis la grande session, le CP, on ne les fait pas suffisamment écrire. Donc, les pauvres, ils sont victimes d'une école qui ne leur a pas appris à écrire, qui ne leur a pas appris, à utiliser un vocabulaire riche, qui ne leur a pas appris à ponctuer. Donc ils sont vraiment ponctuation, point virgule, tout ça. Point virgule, ils ne connaissent pas. Mais par exemple, il y a de plus en plus d'étudiants qui mettent une virgule entre le sujet et le verbe dans une phrase très simple. Le chat, virgule, mange la souris. Voilà. Ils mettent une virgule. Le chat, virgule, mange la souris. Le chat, virgule, mange la souris. Oui. Enfin, attendez, il n'y a pas une réflexion primaire qui consiste à se dire pourquoi je vais mettre le chat, j'arrête et mange la souris. Mais non, précisément parce que c'est ce que je critique dans mon ouvrage, comme ils font beaucoup d'exercices à trous, d'exercices à relier, à entourer, qu'ils copient très peu, que les leçons sont photocopiées, les énoncés sont photocopiés, eh bien, ils ont très peu d'occasion d'écrire. On parlait des phrases interrogatives directes. Autrefois, nous écrivions dans les cahiers les phrases d'énoncés. Un fermier, Donnons un exemple, oui. Un exemple. Un fermier a 50 poules, chaque poule pond 2 œufs par jour. Combien d'œufs le fermier pourra-t-il récolter par jour? On l'écrivait en entier avec un point d'interrogation. Aujourd'hui, même les concepteurs des sujets 0, CRPE, donc le concours pour devenir professeur des écoles, ne savent pas ponctuer. Ils mettent un point d'interrogation dans le sujet 0 alors qu'il fallait mettre un point.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Même donc les professionnels, les interrogateurs, Oui, ouais. les membres du jury ne savent pas ponctuer correctement. C'est sans doute une coquille, mais ça montre quelque chose que eux non plus ne se sont pas suffisamment relus. Alors, il faut que je vous dise quelque chose quand même, parce que soyons clairs, il y a une coquille dans votre livre, mais sûrement, ça, c'est les fautes d'imprimerie, il y en a partout. Tout à fait. Hein, et je le dis pour les auditeurs, moi je suis mauvaise en orthographe, je n'ai jamais été douée pour ça, je n'aime pas ça, et c'est précisément parce que moi-même j'ai été choquée par les copies de mes étudiants, je me suis dit, mais si même moi, je trouve que ça ne va pas, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Je ne m'exprime pas correctement non plus. Les auditeurs souvent me le font remarquer. Voilà. Alors, Aude Denisot, est-ce que ce problème-là qu'on va évoquer longuement, est-ce que la base, c'est quoi? C'est le collège, c'est le lycée? C'est-à-dire, ça commence très tôt, ça, quand même. Hein, et alors, ça commence où et pourquoi? Alors, je vais vous dire, je pense que ça commence en petites sections. Il y a un thème que je n'ai pas développé dans le livre, que j'ai découvert après, en écoutant des graphothérapeutes. Les élèves ne savent plus tenir un stylo. Et j'ai pu le constater. En tant que posture. En tant que posture. Ouais. Et ça nuit énormément aux apprentissages, ce dont je ne m'étais pas douté. Quand vous dites ça, c'est l'école, pas l'école maternelle, l'école primaire, quoi. Enfin, c'est-à-dire un crayon, on commence à le tenir en petites sections, quand on commence à colorier. À quel âge quand vous dites petit? C'est 3 ans. 3 ans, 4 voilà, ans. 3 ans, 4 ans. Et pourquoi ils ne savent plus tenir un... Parce qu'on ne leur apprend plus. Il n'y a plus de stylo, quoi. Il n'y a plus de crayon. Alors si, il y a des crayons, mais on les laisse tenir n'importe comment. D'accord, on ne leur apprend pas la posture. Exactement, de comment tenir, on ne corrige pas la posture. Et vous remontez à ça, vous? Oui, c'est intéressant. Ah oui, tout à fait, parce que je l'ignorais. J'ai entendu des graphothérapeutes qui ont expliqué qu'un élève, plus tard un étudiant qui tient mal son stylo, va être focalisé sur le tracé des lettres et donc ne va pas prêter attention à ce qu'il est en train d'écrire. Donc c'est très important de bien tenir son stylo, mais il faut l'apprendre. Bien sûr. Et de fait, on ne l'apprend plus ni en maternelle ni après. Moi, j'ai compté, j'ai observé mes étudiants pendant les examens. C'est 1 sur 2 qui ne tient pas correctement son stylo. Ah ouais. Oui, avec un pouce qui va recouvrir complètement les doigts ou être sous les autres doigts. Voilà. Oui, normalement, ça compte. le pouce tient le stylo. Eh bien, le pouce, soit il est par-dessus, soit il est totalement en dessous des autres doigts. C'est très étonnant. Alors, il y a la posture. Et ensuite, il y a quoi? On n'enseigne plus l'orthographe? On n'enseigne plus... Enfin, alors, je pense qu'on l'enseigne. Alors, attention, là aussi, hein, je ne veux pas faire de généralité. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme vous l'avez dit, il y a des enseignants qui sont très bien, qui font un travail formidable. Donc, ce que je reproche aux méthodes actuelles, c'est que l'élève n'écrit pas assez. Il est généralement en face d'un support pré-rempli, une photocopie ou un fichier où tout est déjà organisé pour lui. On a copié l'énoncé, parfois on a même copié la phrase où il doit simplement compléter quelques mots. Quand il doit écrire une phrase de surcroît, il n'a pas la place de le faire. Voilà, c'est très mal fait. Et au fond, le français, c'est comme le sport. Si vous vous entraînez très peu, les résultats sont médiocres. Bien sûr. Un marathonien ne s'entraîne pas en courant seulement 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Un pianiste ne s'entraîne pas en jouant une heure par jour. Exactement. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec les enfants. Pour le même exercice, un exercice classique dans un cahier, c'est 4 fois plus de mots qui sont écrits que le même exercice dans un fichier. Ou sur une photocopie. 4 fois plus. S'il se mettait, voilà, on va parler de cette histoire de photocopie, vraiment très intéressant, juste après cette petite pause avec Aude Denisot. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un livre passionnant et instructif. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Nos étudiants, pas seulement nos lycéens ou nos collégiens. Aude Denisot, chez Henrique B. Éditions.
Alors, Aude Denisot, on a parlé déjà de la posture, effectivement, comment tenir son stylo ou son porte-plume, comme on disait avant, ou son crayon ou autre. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont là, c'est-à-dire, donc avançons, puis collège, lycée, et puis l'université, où vous êtes. Mais est-ce qu'il y a aussi l'irruption de... comment jouer aussi bien au niveau des professeurs que des étudiants, que des élèves, l'irruption du numérique, du portable, de l'ordinateur, de l'écran, etc. Oui, tout à fait. Les écrans abrutissent les enfants et ils perdent énormément en concentration. Donc, ils ne sont pas aidés par cet univers numérique dans lequel ils baignent. Ils ont du mal à se concentrer et le numérique va polluer les apprentissages. Alors, quand un département ou une municipalité distribue des ordinateurs portables à tous les élèves ou des portables, etc., dans un souci, évidemment, l'enfer est pavé de bonnes intentions de pédagogie, vous dites qu'ils sont à côté de la plaque. Ah, mais c'est scandaleux. Mais pourtant, on peut apprendre avec l'écran, non ? Ah, je ne pense pas qu'on apprenne bien avec un écran. Alors pourquoi on n'apprend pas bien ? Ça a été prouvé par des études et on l'a vu au moment de la visio. On a tous senti que le contact humain était important. Je ne parle même pas des jeunes pendant le Covid qui regardaient YouTube tout en ayant une petite fenêtre avec la maîtresse et qui basculaient astucieusement de l'un à l'autre. Je regarde mon Netflix et en même temps j'écoute un peu le cours, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc ce contact humain est nécessaire et tout ce qu'on va appeler logiciel éducatif, ça ne marche pas. Au fond, on se rend compte progressivement que ça ne marche pas. Il y a tout un marché et finalement les résultats sont tout à fait médiocres. Parce que vous dites, pourquoi ça ne marche pas ? Vous dites que l'écran, en fait, pas empêche, mais empêche de se concentrer ou empêche de quoi ? De se perfectionner, c'est quoi exactement ? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, en effet, l'écran empêche de se concentrer. Par exemple, un étudiant qui a son ordinateur à l'université, il va recevoir des notifications et donc il va être distrait. Des études ont montré qu'un téléphone portable, même éteint, mais posé sur la table, déconcentre l'élève. Moi, mes étudiants, je leur dis, le téléphone est rangé dans le sac, je ne veux pas les voir sur les bureaux, parce que ça déconcentre, parce que, naturellement, c'est déjà difficile de se concentrer, quand même. C'est vrai. Moi, d'ailleurs, je vais le faire, là. Sinon, je serai déconcentré. Non, mais oui, dites-moi. C'est difficile de se concentrer, donc il faut mettre... je dirais tous les atouts pour être bien concentré. Il y a le problème des notifications et puis de tout ce que ça peut évoquer. Les cookies, les push, exactement. Les trucs, et même simplement une pensée. Une professeure de mathématiques qui raconte qu'elle a une élève qui a fondu en larmes en plein cours de maths parce que justement, elle avait son portable à côté d'elle et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu une bonne occasion d'acheter des bottes pas chères sur Vinted. Voilà. Et elle était effondrée à cause de ça. Ouais. Donc, en plein cours. Tout à coup, elle s'est aperçue qu'elle avait manqué à ses belles bottes. Une occasion. Et vous dites, alors ça donne quoi ? Ça donne une espèce de... n'employez pas des grands mots, schizophrénie, mais enfin quoi, il y a une espèce de dissociation et on n'est plus vraiment dans ce qu'on fait. Oui, on pense à autre chose, aux bots, aux copains, aux parents. Il y a quand même des parents qui écrivent à leurs enfants pendant la journée. Voilà. Tiens, est-ce que je pourrais pas dire à ma mère que, etc. Donc ils sont en permanence bombardés, sans parler de leurs voisins de table. Oui, c'est vrai. C'est très gênant. Il y a beaucoup, ça a été montré dans PISA, ça. Il y a beaucoup d'élèves qui se plaignent d'être distraits par les appareils des autres. Bien sûr. C'est-à-dire même un élève très concentré qui est en train d'écouter le prof ou de faire le programme du logiciel éducatif, si son voisin fait n'importe quoi, il est distrait. Mais alors, Aude Denisot, l'ordinateur, quand même, ça apporte aussi des renseignements, ça apporte des choses. On regarde telle chronique, on clique sur quelque chose qui peut être intéressant. Vous vous dites non, l'ordinateur, en tout cas... Pas en classe, pas pendant l'enseignement. Oui, ils le feront après. Je pense que pour savoir bien utiliser l'informatique, il faut d'abord être passé par les livres.
Sinon, et on le voit avec nos jeunes, ils sont perdus, ils ne savent pas chercher correctement des informations, ils ne comprennent pas comment les chercher, ils ne visualisent pas. Nous, en droit, nous avons maintenant beaucoup de revues en ligne, et je constate que les jeunes qui n'ont pas pu manipuler auparavant la revue papier, comprendre comment elle était construite, selon quel plan, eh bien, ils ont beaucoup de mal à se repérer sur la version numérique. Ceux qui n'ont pas à un moment donné rencontré le papier, enfin utilisé le papier. Oui. Et je constate la même chose pour le traitement de texte, c'est-à-dire c'est le cas d'à peu près aujourd'hui tous les étudiants, on voit bien qu'ils n'ont pas eu cette étape préalable de d'abord penser un discours construit sur un papier. Le traitement de texte, ça doit venir après. Après, oui. Voilà. Et vous le constatez donc à la fac de droit où vous enseignez, vous le constatiez avant. Et donc, vous dites, attention à ces... Vous n'êtes pas évidemment contre l'informatique, vous n'êtes pas contre le numérique, mais pas en période d'apprentissage vrai, c'est ça un peu, oui. Tout à fait. Si je prends un exemple parce que je sais que c'est arrivé à des personnes qui sont allées à Boulogne, justement, qui devaient aller à Boulogne-Billancourt, GPS... Ils se sont retrouvés à Boulogne-sur-Mer. Ça montre bien qu'avant d'utiliser un GPS, il faut savoir un tout petit peu là où on va. Oui. Commençons déjà par étudier. C'est quand même spécial, parce qu'entre Boulogne-Billancourt et Boulogne-sur-Mer... C'est arrivé, c'est arrivé. Il y a des gens qui se trompent à cause du GPS. Et alors justement, de ce point de vue-là, à votre avis, sans faire, il ne s'agit pas ni de dénoncer, ni de faire... ni de porter le sceau de la famille ou de la responsabilité de qui que ce soit, mais quand même, il y a une responsabilité partagée dans cette histoire. Alors, est-ce que c'est partagé dans l'institution pédagogique, dans l'institution éducation nationale, les parents, les professeurs? Il y a eu une conjonction, si vous voulez, qui a fait que on en est là. Je vais vous dire, c'est catastrophique. Les résultats PISA le montrent, nous ne cessons de décliner. Pour moi, il y a un grand responsable, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ce sont tous les ministres que nous avons depuis des années, parce qu'attention, la sonnette d'alarme, elle a été tirée déjà en 1985. Un premier livre, voulez-vous vraiment des enfants idiots et vos enfants ne m'intéressent plus. Premier livre. C'était Moschino. Moschino, oui. Brigelli, 85, Brigelli, 2005. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème. Et alors, toujours, mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien, on progresse. Non. Le niveau monte, on disait même à un moment donné, oui. Exactement. Or, il ne fait que des... Alors oui, il y a de plus en plus de bacheliers. Le taux de réussite au bac monte, le taux à PISA baisse. Et je pense qu'il faut dire que ces ministres sont responsables. Il faut dire aussi qu'ils sont coupables, sinon on va les retrouver au Conseil constitutionnel dans quelques années. Et ça s'est fait au Danemark. Il y a un ministre de l'Éducation qui a demandé pardon aux élèves, justement à propos du numérique. Il s'est excusé et il a dit aux jeunes élèves danois, je m'excuse, vous avez été des cobayes du numérique. Voilà, donc, on aimerait entendre ça en France. On aimerait entendre ça en France. Je ne crois pas que ça soit si tôt, mais... Non, mais voilà, il faut nommer les responsables. Et puis, au-delà des ministres qui sont coupables, il y a tout cet appareil du ministère qui est extrêmement lourd, très sûr de lui, qui n'accepte pas les remises en cause et les évidences. Or, on voit bien que ce ministère... Voilà, il est sans queue ni tête. On va voir si, comme le demandait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui voulait dégraisser le mammouth, mais la mammouth tient bien. On en reparle tout de suite après cette pause, toujours avec Aude Denisot, et c'est passionnant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Aude Denisot, comment un étudiant en fac de droit chez vous écrirait les carottes sont cuites?
Bon, on va pas faire l'exercice, là, on est à la radio. Mais vous parlez de l'éducation nationale, de ce fameux mammouth, etc. Qu'est-ce qui fait effectivement que tout ce pan-là, ce pan quand même essentiel, alors je me dis, bon, alors je sais, ils vont vous dire, vous critiquent, oui mais attendez, vous êtes trop perfectionniste, ça c'est des détails aujourd'hui dans ce qu'ils ont à faire, c'est pas très important, l'orthographe, mais quand même, si on fait des plaidoiries, si on fait des textes, c'est quand même pas mal que ça soit écrit. Et qu'est-ce qui a fait ça? On a négligé, on a dit c'est pas important, c'est à passer par perte et profit, magasin des accessoires, c'est quoi? Oui, je pense qu'il y a cette idéologie qui est que d'abord tout ce qui est ancien est à mettre à la poubelle, ou plus ou moins. Et cette idée que toutes ces choses-là, l'orthographe, le français, la grammaire, mais aussi le calcul mental, les opérations, les problèmes, tout ce qui va demander un effort, c'est vieux jeu. C'est ringard. C'est ringard. Du passé, faisons table rase. Exactement. Ça, ouais. Alors je ne dis pas, attention, que l'école du passé était formidable, elle avait ses défauts. Mais sur ces fondamentaux, je pense qu'on se trompe parce que l'école, elle est là pour apprendre et pour que les élèves apprennent et pas autre chose. Alors, Aude Denisot, vous sauriez, vous, ça encore une fois dire, ah oui, il est passé, apprendre par cœur, c'était bien, c'était intéressant? Bien sûr. Ça a apporté des choses. Mais oui. Mais oui, typiquement, les tables de multiplication, il faut les apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre solution pour bien calculer. Aujourd'hui, on en arrive à des élèves de terminale qui sont obligés d'utiliser leur calculatrice pour dire si 9/7 est supérieur à 1 ou inférieur à 1. La calculatrice. Donc oui, le par cœur est très important parce que les enfants, puis les jeunes, vont s'accoutumer à des tournures de phrases et ils vont avoir des repères. Toutes sortes de repères, oui. Alors justement, on peut dire que ça a été négligé ou mis à l'écart. On avait commencé à parler de cela par rapport à l'institution pédagogique. Est-ce que c'est, encore une fois, on a beaucoup parlé du pédagogisme, l'enfant roi et compagnie, vous savez, tout ce qu'il y a eu depuis 40 ans, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais cette espèce de volonté d'excellence là-dedans, en fait, ça a été considéré comme une perte de temps par rapport à l'apprentissage d'autres disciplines, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu un choix, si vous voulez, en disant oui, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir, donc on va choisir plutôt tel ou tel enseignement? Alors, est-ce que ça a été un choix? Est-ce que c'est une politique délibérée d'abrutissement de la population? Je ne sais pas. Il faudrait pouvoir entrer dans la tête des gens qui nous gouvernent pour le savoir. Non, mais le résultat de ça. Le résultat de cela, de cette politique, effectivement, c'est que on a une école extrêmement inégalitaire. Une des plus inégalitaires de l'OCDE, avec une élite qui, soit dans des écoles particulières, soit à la maison, fait ce qu'il faut faire. Et puis pour le reste, eh bien, on considère que ce n'est pas nécessaire. Les enfants des élites, je peux vous le dire, eux, ils apprennent par cœur. Eux, ils savent leur table de multiplication par cœur. À Stanislas, pour ne prendre que cet exemple, on apprend par cœur. Et au lieu de se dire, il faut absolument que dans toutes les autres écoles de France, on transmette la même chose que ce qui est transmis aux élites, eh bien, pardonnez-moi, mais on crache dessus, on dit non, le par cœur, c'est nul. Voilà, on voit bien ce que ça donne. Oui, c'est-à-dire que l'élite continue, en contournant la carte solaire ou autre subterfuge, à effectivement faire un parcours d'excellence et les autres, qui se débrouillent. Exactement, tout à fait. On renforce les inégalités. L'école, en principe, elle est là pour gommer des inégalités de classe, permettre de faire en classe ce que d'autres enfants ont à la maison, la lecture, utiliser un vocabulaire soutenu, les langues. Qui savent parler, exactement. Et on fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va à l'inverse de tout cela. On est en opposition idéologique par rapport à ce qui est fait chez les élites. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui font ça, qui prônent le progressisme le plus exacerbé. Mais nous sommes, des progressistes. Tout à fait. Ça.
Oui, tout à fait. C'est la soi-disant idée de l'école du futur, une école moderne. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. J'ai pris au hasard un programme. Le programme du cycle 2, CP, CE1, CE2. Qu'est-ce qui a marqué au début? CP, CE1, CE2. Ah oui, CP, CP1, oui, c'est ça. 7e, 6e, 5e. Voilà, autrefois. Donc, il y a marqué « Apprendre à l'école, c'est interroger le monde ». Apprendre, c'est interroger le monde. Mais je ne sais pas, il faudrait offrir un dictionnaire à ces gens-là. Apprendre, ce n'est pas interroger. Si on ne fait qu'interroger, on n'apprend pas. Apprendre, mais oui, apprendre, c'est mémoriser des connaissances. Et ça, aujourd'hui, l'éducation nationale, elle n'en veut pas. D'abord, elle ne veut pas que les profs apprennent aux élèves. Il y a cette interdiction. Il veut pas que les profs enseignent. Attendez, je crois qu'il y a le mot enseignant qu'on employait, non non, ça ne veut rien dire. Alors non, l'élève doit trouver tout seul dans une démarche inductive, etc. Et puis, on ne veut pas non plus que les élèves apprennent. Non, ils doivent interroger. Donc la mémorisation, qui pourtant est nécessaire. C'est écrit noir sur blanc, ça, dans le... Alors... Apprendre, à l'école, c'est interroger le monde, c'est écrit noir sur blanc, et questionner le monde revient sans arrêt tout au long du programme. Même le sport, c'est questionner le monde, la musique, c'est questionner le monde. C'est intéressant. Esteban, je crois que nous avons une auditrice. Exactement, qui nous appelle depuis Lyon. C'est Lila qu'on retrouve. Bonjour Lila. Bonjour Lila. Bonjour Monsieur Berkoff. Je voulais simplement dire, avant de poser ma question à votre invité, que ce qu'elle a observé, la façon dont les enfants tiennent le stylo, c'est quelque chose qui m'a déjà interpellée depuis pas mal d'années en regardant les séries américaines, et on regarde comment les Américains justement tiennent leur stylo comment eux ils les font comme des trois, mais de l'autre côté déjà. Elle fera attention, si elle a l'occasion, qu'elle regarde et elle verra qu'ils mettent bien le pouce sur les doigts, enfin tout ce qu'elle a dit, et ça j'observe ça depuis Ma première, alors une question, elle a déjà répondu concernant les élites, ça m'a interpellée. Je voulais savoir si les élites, elles maîtrisaient mieux. Bon, ma première question, c'est est-ce que les étudiants étrangers ont été plus disciplinés, se débrouillent mieux avec la langue française, étant donné que souvent c'est par le dictionnaire et par la lecture qu'ils apprennent la langue. Ça, c'est une première chose. Autre chose, une seconde chose, ils ont voulu au niveau éducation développer l'art oratoire, le théâtre, plutôt que l'écrit. Donc déjà, on développe plus la façon dont les enfants vont s'exprimer. Et je voulais savoir si son livre, où elle l'avait envoyé au garde des Sceaux, aux différents candidats qui se présentent et au président de la République. Ah oui. Alors d'abord, on va commencer par ça. Est-ce que vous envoyez votre livre à Éric Dupond-Moretti, à Emmanuel Macron et aux autres ministres intègres? Je l'avais envoyé à Brigitte Macron, puisque comme elle est professeure de français, je pensais que ça l'intéresserait. Je l'avais envoyé, me semble-t-il, à Gabriel Attal et à Pape Ndiaye aussi. Vous avez eu des réponses ou pas? Non, j'ai pas eu que parfois des remerciements. Je crois que Brigitte Macron remercie, mais je n'ai pas eu d'écho. Et puis pour la première question... la première question, vous avez répondu non, c'est sur les étudiants étrangers. Ah oui, les étudiants étrangers. Avec le dictionnaire, Alors, moi, j'enseigne dans une petite faculté où je n'ai pas suffisamment d'étudiants étrangers pour tirer des conclusions statistiques pour le moment. Ce que j'observe quand même, et surtout en discutant beaucoup avec d'autres enseignants, il y a quelque chose qui se dit de plus en plus, c'est que certains étudiants africains ont un niveau de français bien supérieur à nos étudiants, à nous. Et j'ai pu le constater effectivement sur quelques étudiants, pas tous, mais certains, écrivent sur des groupes WhatsApp sans aucune faute de français, avec un vocabulaire très soutenu, et je l'ai entendu dans des milieux très variés, écoles d'ingénieurs, etc. Donc c'est tout à fait possible que les étudiants étrangers bientôt parleront nettement mieux que les nôtres, si on continue comme ça. Parce qu'il y a une implication, peut-être, et une implication, comme on dit, plus forte. Il y a peu de photocopieuses en Afrique, et pour l'instant, pas trop d'écrans. Ça commence, parce que les
les multinationales. On revient à votre cheval de bataille. Je crois que nous avons... Oui, avant de retrouver Yves, on va marquer une dernière petite pause dans Berkov dans tous ses états. On parle du niveau des étudiants en langue française. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui Aude Denisot qui vient nous voir pour son livre, je le rappelle, Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire, aux éditions Henrik B. On accueille Yves qui nous appelle depuis Arcachon. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Madame Denisot, bonjour Monsieur Berkov. Oui, je voulais livrer une anecdote, c'est que donc au début des années 70, j'étais élève ingénieur à Lille, à Centrale Lille, et mon épouse était en stage d'agrégation à Rouen. Donc à l'époque, il n'y avait pas de SMS, de MMS, donc je lui écrivais des lettres d'amour. Et donc elle a reçu une de mes lettres d'amour, elle était en train de corriger un pacté de dictée de 5e avec son stylo rouge, et donc elle a lu ma lettre d'amour et 5 fautes, 0. Bon. Elle vous a envoyé 0. Bon, j'ai été reçu avec l'indulgence du jury, puisqu'aujourd'hui j'ai 51 ans de mariage, donc j'ai 51, super, bravo. C'est mieux que 0. Bravo. Mais simplement, ce que je voulais dire, que cet agrégé de lettres, qui quand même était, bon, vous parliez tout à l'heure avec Madame Denisot du nombre de candidats reçus au bac. En 64, quand nous avons eu notre bac tous les deux, il y avait 46% de reçus au bac, hein, d'accord, ce qui est la moitié exactement de ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, il y a 95% aujourd'hui, oui. Et mon épouse a été reçue à 16 ans avec mention bien. Bon, et cette enseignante, je rends hommage à Madame Denisot, cette enseignante, bon, elle était en lycée, elle était au lycée Hoche à Versailles, et elle détectait en général sur la connaissance de la langue et la compréhension des textes, donc des sujets aussi dans ce lycée qui est un lycée scientifique, 2 ans, les capacités des élèves, 2 ans avant les profs de maths, puisque la connaissance de la langue fonde véritablement tout ce qui est la compréhension de l'intellect, on pense en français. On est bien d'accord. On est bien d'accord Yves, mais en tout cas merci de votre témoignage et je suis content de savoir que même en mettant un 0, on peut tomber amoureux. Ça c'est une très 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 bonne chose. On était déjà amoureux, on était frères. Merci Yves. Esteban, je crois que nous avons... Ouais, c'est Marc qui nous appelle depuis Béziers. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Oui. Bonjour André, bonjour madame. Voilà, moi j'écoutais l'émission et j'avais envie de rebondir lorsque madame a dit que le principe maintenant c'était de s'interroger sur le monde. Et effectivement, je trouve ça d'une stupidité monstre parce que dans ma conception, l'éducation c'était de transmettre de la culture. Et après, à partir de la culture, on peut réfléchir. Mais comment peut-on s'interroger sur le monde ou réfléchir quand on n'a pas de base? Et c'est ce qui fait que maintenant, les gens ont l'impression, les nouvelles générations ont l'impression de réfléchir, mais à partir de préjugés ou à partir de sentiments, des passions, et non plus de la culture. Oui, c'est l'émotionnel qui l'emporte complètement sur le rationnel, ce qui est un peu embêtant, effectivement. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui réfléchissent, qui prennent le temps de réfléchir, qui prennent le temps de la culture. Moi, je crois qu'il faut rester quand même je dirais pessimiste, optimiste avec modération, mais quand même c'est important, vous savez. Justement, mais je voulais parler de quelque chose par rapport à ce qu'on disait avec Aude Denisot. Est-ce que vous avez hors antenne cité un chiffre, quand même parler des émoluments, parler de combien sont payés les professeurs ou les instituteurs et vous disiez un chiffre qui était assez frappant entre les années 80 et 2024, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Oui. Qu'est-ce qui a changé par rapport au traitement ? Alors, dans les années 80, un enseignant certifié premier échelon gagnait 2,17 fois le SMIC. Aujourd'hui,
2023, c'est 1,17. Donc il y a eu une chute de la rémunération des enseignants, en général, bien sûr, une chute importante, parce que aujourd'hui, grosso modo, un certifié premier échelon, il gagne à peu près 200 € bruts de plus que le SMIC. C'est pas beaucoup, 200 € bruts de plus. Voilà. Alors que dans les années 80, 2,17, là, on est sur le double du SMIC. Alors, donc à niveau égal. À niveau égal, ce sont des études d'un statisticien, Lucas Chancel, qui publie tout ça sur Internet, et ça met en évidence ce décrochage total du niveau de rémunération. Mais pourtant, on dit partout que le budget national de l'éducation nationale n'a pas du tout été raboté. Alors je ne sais pas, on n'a pas les chiffres là. Peut-être, mais en tout cas, la rémunération... La rémunération, oui. Oui, énormément, et c'est ce qui explique cette crise des vocations et cette crise de l'autorité. Comment voulez-vous avoir de l'autorité quand vous êtes payé le SMIC? Voilà. Alors, c'est pas votre sujet, Aude Denisot, mais est-ce que dans ce que vous décrivez, le fait que, vous savez, il y a dans certains, alors c'est plutôt lycée, l'école que les universités, bien sûr, qu'il y a de la violence, qu'il y a du désordre, qu'il y a des profs qui ne peuvent plus aller faire leurs cours parce qu'ils ont la boule au ventre et on les menace, quelquefois on les menace de mort, etc. Est-ce que vous pensez que quelque part, mais même pas inconsciemment, mais qu'on se dit, ce qu'on veut maintenant, c'est d'avoir le moins de difficultés possible, le moins de problèmes possible, on va essayer de survivre Est-ce que ça peut être, il peut y avoir une dimension liée à cette espèce de baisse de niveau, ou pas, à votre avis? Oui, mais ce n'est pas le problème principal. Moi, les étudiants que je reçois dans mon université, nous sommes à la campagne, pour tout dire. Surtout, j'enseigne principalement en Mayenne. Et donc, il n'y a pas de problème grave de violence, de menace. Il y en a, mais voilà. Je pense que ces questions d'autorité sont importantes, mais pour moi, ce n'est pas le seul problème que nous avons. Voilà. Il y a des lycées dans lesquels il n'y a aucun problème d'autorité et pourtant les élèves en sortent très moyens. Mais alors c'est étonnant parce que vous parliez des émoluments, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une négligence de la part d'un certain nombre d'enseignants? S'agissant de l'apprentissage. Oui. Là, on parle pas d'autorité. Enfin, on parle de. Vous dites, il y a des lycées justement ou des écoles où ça se passe très bien et heureusement, où il n'y a pas de violence spéciale, etc. Et pourtant, le niveau n'est pas. Mais à cause du ministère. C'est le ministère qui donne des consignes stupides, des méthodes pédagogiques complètement révolues, qui continuent avec des marottes dont tout le monde a montré qu'elles ne servaient à rien. Comme par exemple, par exemple, la méthode inductive que j'évoquais tout à l'heure, ou le test de fluence pour mesurer le niveau de lecture des enfants. Alors, c'est quoi le test de fluence? Le test de fluence. Traduisez. Le test de fluence a été inventé par un hurluberlu dans les années 60, quelqu'un qui s'est intéressé à la pédagogie. Il a dit que pour mesurer le niveau de lecture des enfants, il fallait les faire lire le plus vite possible, sans mettre le ton, sans mettre la ponctuation. Or, c'est parfait ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous pouvez mesurer le niveau de lecture. Aujourd'hui, c'est ce test qui est utilisé dans les écoles pour mesurer le niveau de lecture des enfants. Moi, j'ai fait ce test sans savoir ce que c'était. J'avais complètement raté. J'avais en dessous de la moyenne des élèves de 6e. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que si je gagne au test de fluence, par exemple, récemment, j'ai repensé à Asma en 1998. Asma était l'une des élèves les plus faibles de ma classe de terminale STT au lycée François Villon. Exactement. Un petit peu plus vite, peut-être. Ah oui, je suis là. Recalé, André. Je suis recalé. Non, mais c'est fou, ça. Voilà. Et c'est utilisé encore. C'est utilisé encore. C'est utilisé. Pourtant, il y a des études qui ont dit c'est absurde. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, un des problèmes des jeunes, c'est précisément qu'ils parlent trop vite. À quoi ça sert? Et le ministère continue avec ce test de fluence et tas d'autres outils complètement saugrenus. C'est fou.
C'est ubuesque, enfin, ce que c'est ubuesque, et je pense que les enseignants ne sont pas coupables. Hein. Ils font ce qu'on leur dit de faire, ils ont peur de l'inspecteur. Voilà. Alors bien sûr, il y a quelques enseignants qui ne font pas leur travail, mais dans la majorité, ils sont investis, ils sont courageux. On leur demande de faire ce programme et ils le font, oui, bien sûr. Et ces méthodes. Tout à fait. Eh bien, dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge, cher Denisot. En tout cas, vraiment, lisez. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire? Parce que c'est fondamental. C'est fondamental pour tout, pour nos enfants, pour l'avenir, mais même pour le présent. C'est-à-dire, c'est vrai. Comment peut-on parler si on ne sait pas de quoi on parle et comment on parle, hein, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Il y a ce manque de vocabulaire qui est crucial, et attention à ces discours qui nous disent que tout va bien, la langue française évolue, c'est normal. Oui, la langue française évolue, mais elle évolue sur le long terme. C'est certain, dans 50 ans, nous ne parlerons pas comme aujourd'hui. Mais nous formons des jeunes qui seront dans la vie professionnelle demain. Et les professionnels nous demandent. Et je vous dis d'ailleurs de commencer le premier cours. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et savez-vous comment ça s'écrit? M-A-R-K-I-Z. Madame la Marquise. Et en tout cas, on vous conseille de lire ce livre. Pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus lire? C'est aux éditions... plus écrire, pardon. Vous me faites... c'est pareil. Ma langue a fourché, André. Aux éditions Hendrik Bessé, Aude Denisot, qui est enseignante et qui publie ce livre. Merci beaucoup, Aude Denisot, d'avoir été avec nous. André Berkoff, on vous retrouve demain, entre 13h et 14h. La culture, vous recevrez? Absolument. Nous recevons François Lancel qui parle d'un éloge des moches. Très intéressant. Des moches à travers l'histoire. De Louis XI à Jeanne de France. Non, mais ce sera de 13h à 14h. Et puis pour le début de l'émission, ce sera Alexis Poulain qui sera là demain de midi à 13h. À demain tout de suite, Brigitte Lay. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons